Bonjour à tous, vraiment navré pour ces soucis de connexion et d'acoustique, hein. Bienvenue dans ce nouveau webinaire éco consacré en fait aux poissons méditerranéens et notamment à leur nurserie. Sans plus tarder, puisqu'on a à peu près mangé le quart d'heure marseillais, là, je vais passer la parole à Adrien qui va en profiter pour se présenter et partager son écran. Je vous rappellerai juste que vous avez sur votre droite en fait un petit onglet avec où vous pouvez déposer des questions. Donc n'hésitez pas, hein, au cours de la présentation d'Adrien de formuler vos questions. On en prend note et on y reviendra à la fin de sa présentation. Et puis vous pourrez également revenir après avoir réfléchi à sa présentation sur quelques éléments de précision, de complément. Merci pour votre présence. Adrien, je te cède volontiers la parole. Normalement, tout va bien, tout le monde te voit. Je vois ton écran, donc les gens doivent le voir. Donc si jamais il y a un souci pour quelqu'un, n'hésitez pas à mettre un message sur le chat ou sur les questions. Adrien, c'est à toi. Très bien, merci Pierre. Et bonjour à tout le monde, bienvenue. Donc je me présente en quelques mots, Adrien Cheminet. On va dire pour synthétiser que mon métier c'est à la fois chercheur en écologie marine et également enseignant dans cette même discipline. Donc avec l'idée de transmettre les connaissances sur les écosystèmes marins et les outils, les savoir-faire sur les outils, les méthodes pour les étudier, toujours en lien avec des questions de gestion des écosystèmes marins. Donc je travaille dans une structure qui s'appelle Septentrion Environnement, qui est une ONG, association Institut Loi 1901, et qui dédie ses activités effectivement à ces actions à la fois de recherche sur des thématiques appliquées à la gestion des écosystèmes et à des actions de formation en écologie également, à destination des professionnels d'aujourd'hui et des professionnels de demain sur ces thématiques-là. Donc maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas effectivement à poser des questions dans le chat à certains moments si vous avez envie et on pourra à ce moment-là rebondir sur vos questions. Euh, donc aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet autour des habitats qui ont un rôle important pour les poissons, et en particulier les habitats nurseries, qui font donc partie de ce groupe qu'on appelle les habitats essentiels. Et on va définir un peu plus qu'est-ce qu'on entend par essentiel. L'objectif, c'est en fait de chercher à optimiser la gestion des zones côtières. Et pour faire des bons choix de gestion, en fait, l'idée, c'est de mieux connaître quels sont certains habitats qui vont avoir un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers. Et finalement, c'est une porte d'entrée qui va permettre de finalement optimiser les choix et prioriser aussi les actions, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, donc il faut bien commencer par quelque part. Et on cherche donc à identifier les actions prioritaires quand on cherche à faire de la gestion, de la conservation. C'est donc dans le cadre plus particulier de cette approche que a été lancé le projet MEDAB, et c'est ça dont on va parler maintenant. Alors, comme je vous le présenterai tout à l'heure, donc le programme MEDAB, c'est un programme qui s'inscrit dans le plan d'action pour le milieu marin méditerranéen, et on va le détailler juste après, et qui a bénéficié du soutien donc, financier de plusieurs organismes publics, l'Agence de l'eau, la Direction interrégionale de la mer, les deux régions Sud et Occitanie, et qui a pu être réalisé grâce à un grand nombre de partenaires techniques, et en particulier des gestionnaires d'aires marines protégées, on va en parler juste après, et qui sont ici représentés à l'écran. Alors, j'ai commencé un peu à en parler. On se situe dans la zone littorale, donc vraiment sur la frange côtière. Et ici, j'ai représenté sur cette image un morceau du littoral
qui va finalement présenter, dans sa partie en particulier sous-marine, une mosaïque de ce qu'on appelle parfois habitat, biocénose, écosystème. Il y a beaucoup de mots qui sont un peu plus ou moins synonymes. Toujours est-il que sous l'eau, dans cette frange littorale, on aura une mosaïque d'unités qui constitue le paysage sous-marin. Et dans ce paysage sous-marin, on va avoir différents faciès, ce qu'on appelle des faciès, ou différents unités qui vont être caractérisées par un substrat différent. On va avoir des fois des fonds sableux, des fonds meubles, des fois des fonds plutôt rocheux, et par-dessus pousseront un certain nombre d'organismes, notamment ici des plantes marines comme la posidonie ou encore des macroalgues. Ici, ce sont des macroalgues d'une famille en particulier, des algues brunes, et en particulier les cystosères qui sont un ensemble d'espèces qui forment des véritables forêts sous-marines. Donc finalement, en fonction du substrat et de ce qui pousse dessus, on va avoir un grand nombre de combinaisons possibles, et c'est pour ça qu'on parle de faciès, et qui vont constituer cette mosaïque. Alors ça, on s'y intéresse depuis longtemps, et notamment grâce à une directive européenne. Vous avez peut-être entendu parler de la directive Habitat, qui est une directive européenne qui est donc contraignante pour les États, c'est-à-dire que les États ont ensuite l'obligation de retranscrire dans leur droit national ce que indique cette grande directive européenne. Alors, à l'époque de la directive Habitat, donc dans les années 90, on va dire, on a appliqué un certain nombre de réglementations qui visaient à protéger certains habitats clés. Alors, c'est pour ça que depuis quelque temps, par exemple, l'herbier de Posidonie est très connu, parce qu'il a été non seulement protégé au niveau national par une loi au niveau national, et en parallèle, au niveau européen, il y a eu un accent qui a été mis sur cet habitat-là. Donc on a des listes d'habitats avec finalement une nomenclature qui permet au niveau européen d'être tous d'accord et d'avoir une harmonisation des approches de chaque pays. Et en particulier, un des outils qui a été mis en place dans tous les pays européens, c'est le fait de cartographier ces habitats. Donc on a toute une liste. Alors, le muséum, par exemple, a édité ce qu'on appelle les cahiers d'habitat. C'est un véritable catalogue avec des fiches qui décrivent chacun des types d'habitats. Et à partir de cette nomenclature, on cherche à savoir où sont présents ces habitats et on fait des cartes. Et on a régulièrement une actualisation de cette cartographie qui est réalisée sur toute la façade, que ce soit méditerranéenne, atlantique ou manche. C'est vraiment un outil très répandu maintenant. Alors, au passage, j'ai mis là un petit point d'interrogation. Je parle de la résolution thématique. En fait, on verra plus tard que quand on fait une carte, on doit définir finalement la précision avec laquelle on parle. Est-ce que on va dire que ici j'ai de l'herbier de Posidonie, ça c'est une unité dont je peux faire une carte. Mais est-ce que je veux détailler, faire une carte qui indique aussi là où il y a de l'herbier dense et puis des endroits où il y a de l'herbier plus clairsemé. Donc là, en fait, je pourrais faire deux sous-unités, deux couleurs différentes sur ma carte. On verra que ça a son importance plus tard. Alors, dans ce contexte, il y a ça, c'est une première étape pour nous aider à faire de la conservation en milieu littoral. Et une deuxième directive européenne est arrivée dans les années 2000-2010, et c'est ce qu'on appelle la directive cadre stratégie pour le milieu marin. C'est finalement un pas plus loin dans la gestion des écosystèmes, et un peu le fil conducteur de cette directive, c'était de continuer à travailler pour l'amélioration, notamment en milieu marin, des masses d'eau côtières, et en particulier se concentrer sur les habitats qu'on appelle essentiels. Il y avait eu une directive européenne précédente, c'était la directive cadre sur l'eau. Pierre pourra nous en parler en détail si on veut, qui, dans les années 90, a déjà largement œuvré, à partir des années 90, a largement œuvré pour l'amélioration des masses d'eau, puisque là, on a notamment
on avait pu se focaliser sur, par exemple, le traitement des eaux usées et avant leur rejet dans le milieu naturel. Donc ça avait été une première phase une première directive qui avait travaillé sur cette amélioration des masses d'eau. Avec la directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin, on rajoute une couche en insistant sur cet aspect d'habitat clé comme critère pour orienter les mesures de gestion. Ok, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des interrogations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les habitats clés? Habitats clés, ça sous-entend habitats qui vont avoir une importance primordiale, une importance un peu particulière. Là, dans cette image, j'ai représenté le cycle de vie de certaines espèces. Alors, cycle de vie, ça veut dire que on va avoir un phénomène de répétition de ces différentes étapes. Là, ça concerne certains poissons, notamment un grand nombre d'espèces qu'on rencontre en zone littorale. Elles vont être caractérisées par un cycle de vie chez ces organismes qui alterne. On va parler d'un cycle de vie bipartite. Une partie qui a lieu dans l'habitat pélagique, donc en pleine eau, et une partie qui a lieu dans les habitats qu'on appelle benthiques, c'est-à-dire les habitats qui sont situés sur le fond, ou à proximité du fond. C'est-à-dire que si on part d'un événement de reproduction, donc dans les breeding areas en anglais, ça veut dire les aires de reproduction, ou encore les frayères, les adultes de poissons, alors là par exemple c'est la saupe, vont se reproduire, ils vont produire des œufs qui vont être dispersés, des œufs qui vont être après, une fois fertiles, vont être dispersés et laissés à la dérive au gré des courants. Ils vont passer un certain temps dans la colonne d'eau, transportés par les courants, alors on verra qu'il y a des variantes. Et un petit peu plus tard, cette phase donc en pleine eau qu'on appelle pélagique, qui se place dans le milieu pélagique, c'est-à-dire la pleine eau, va se terminer au moment où ces œufs se seront transformés en larves et que ces larves finalement vont passer à une étape qu'on appelle l'installation. C'est le settlement en anglais. L'installation, c'est le moment où ces larves vont se fixer sur le substrat. Alors fixer, c'est un peu un abus de langage. Ils vont choisir en fait une zone où s'installer pour une nouvelle phase de vie qu'on appellera benthique. Et ces larves, en général, pour s'installer, vont avoir besoin d'un habitat souvent bien particulier et qui est d'ailleurs spécifique à l'espèce. Donc cet habitat bien particulier où vont grandir les post-larves, on appelle ça les nurseries. Et chaque espèce aura éventuellement des nurseries différentes. Après cette phase de vie dans cet habitat nursery, qui est donc un habitat très important, un habitat clé, les individus qui auront grandi, survécu, vont être recrutés, c'est la phase de recrutement, vers les populations adultes qui, elles, vont en général occuper un espace plus large et être dans des habitats plus diversifiés. Donc, on imagine bien que les habitats utilisés comme nursery seront vraiment clés, puisque s'ils ne sont pas là, ces larves ne pourront pas grandir à l'abri et avec de la nourriture qui leur convient. Donc, ce qu'on est en train de décrire là, c'est un cycle de vie avec des changements d'habitat. Alors, on parle de changements ontogéniques. En fait, c'est des changements d'habitat qui accompagnent les différentes phases de vie. Et avec notamment le fait que les habitats de reproduction, donc les breeding habitats ou encore les frayères, là, ne seront pas les mêmes que les habitats de nursery. Ici, dans cette illustration, on a fait figurer d'ailleurs différents habitats nursery, puisque d'une espèce à l'autre, eh bien, on ne va pas forcément avoir les mêmes préférences d'habitat dans la phase juvénile. Alors, j'ai illustré ici 3 cas de figure où on aura dans cette frange littorale, par exemple, les petits fonds de blocs et de galets, donc ce qu'on appelle les petits fonds hétérogènes, dans une très faible tranche d'eau, dans quelques dizaines de centimètres d'eau,
vont servir d'habitat pour les juvéniles de certaines espèces. Alors, on verra tout à l'heure. L'herbier, quant à lui, va abriter d'autres espèces qui vont s'installer également pendant leur phase de vie juvénile. Ou encore, les algues brunes dont je parlais tout à l'heure, les cystosères sur la roche, vont quant à elles abriter d'autres espèces, notamment des labridés, pendant leur phase juvénile. Donc on se rend compte déjà que là, il y a vraiment une complémentarité des habitats à l'échelle de la mosaïque paysagère. Et on peut même parler en fait d'un partage de l'espace, parce qu'on se rend compte que les espèces pour éviter, en fait, de manière à finalement optimiser leur survie, la sélection naturelle, l'évolution a fait que les espèces se sont spécialisées et elles se sont partagées la ressource. Elles n'utilisent pas le même habitat pour cette phase clé de vie dans les nurseries. Ce qu'on appelle la partition spatiale de l'installation. Et cette partition spatiale va être en plus complétée par une partition temporelle. Certaines espèces vont utiliser le même habitat, mais pas au même moment. Alors déjà, pour ce qui est de la partition spatiale, on peut voir sur ce schéma qu'il y a vraiment différentes espèces qui vont s'installer dans ces trois habitats nurseries. Et je le disais tout à l'heure, les sars, par exemple, vont être ceux qui sont particulièrement inféodés à ces petits fonds hétérogènes. Tandis que sur l'herbier, ce sera des labridés, et sur la roche, encore d'autres espèces. Alors, sur cette diapositive, j'ai de plus rajouté aussi l'illustration de la fameuse partition temporelle de cette installation. Dans ces petits fonds hétérogènes de blocs à très faible profondeur, vont s'installer, par exemple, en plein hiver, donc actuellement, là, on est au mois de novembre, si on va faire un tour dans ces petits habitats, on rencontrera des très jeunes individus de sars à museau pointu. Donc c'est cette image ici. Donc c'est des individus là qui font 4 cm. Alors cette photo-là a été prise un peu plus tard, plutôt début du printemps, fin de l'hiver. Alors que là, si on allait maintenant dans l'eau, au moment où ces jeunes individus viennent de s'installer, il ferait à peine 1 ou 2 cm. Au mois de janvier-février, ce sera au tour du sars à tête noire, donc Diplodocus vulgaris, de s'installer dans ces habitats-là. Et ensuite, le sars commun, Diplodocus sargus, au mois de mai, arrivera à son tour sous forme de post-larves. Donc là, sur cette image, on voit, c'est vraiment des post-larves qui viennent tout juste de s'installer, qui ont été capturés lors de la prise de vue de cette image, donc ils viennent de s'installer afin de commencer à grandir dans les nurseries. Je vérifie au niveau des messages. N'hésitez pas à faire passer des questions, même si je ne réponds pas immédiatement, je les lirai et puis au fur et à mesure on pourra en parler. Donc là, on voit bien cette partition spatio-temporelle de l'installation et de l'utilisation des habitats nurseries. Alors, cette fameuse mosaïque paysagère en zone côtière, elle va avoir en plus la particularité de présenter ce qu'on appelle des écotones. Ça, en fait, c'est les interfaces entre nos habitats. Là, je vous ai parlé de l'herbier, donc là, c'est ce qu'on a en vert ici sur mon illustration. En marron, on a la roche infralittorale avec les algues photophiles. Donc là, je viens de dire le mot un peu barbare qui est l'intitulé dans les cahiers d'habitat de cette biocénose au sens de la directive Habitat. Donc la roche infralittorale à algues photophiles, c'est ce qui est ici en marron, et dont je viens de parler en évoquant son rôle de nurserie pour certains juvéniles, notamment des crénilabons par exemple, ou encore des cérans. Et on se rend compte, si on regarde cette image, que ici, à la frontière entre ces deux habitats, il va forcément y avoir un peu une ambiance particulière. On va être à la lisière de l'herbique Posidonie,
avec une transition entre la forêt d'algues, de macroalgues, vers l'herbier de Posidonie. Chacun de ces deux habitats a des caractéristiques très particulières. Et à la frontière entre les deux, on aura finalement une interface où on trouve à la fois les caractéristiques de l'herbier à gauche et à droite de la roche. Si bien que pour des espèces comme ces petits juvéniles ici, on pourra finalement bénéficier des avantages des deux habitats en se positionnant à la limite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet bordure, l'effet frontière entre deux habitats, qui va finalement être en lui-même un autre habitat à part entière, les zones d'interface. Donc là, sur cette illustration, on a trois exemples d'espèces qui se situent à la frontière entre l'herbier de Posidonie, donc là sur ma photo à droite, et les fonds sableux à gauche. On a ici Diplodocus annularis, donc c'est le sparaillon, c'est un petit sard typique de l'herbier, qui est jaune vif quand il est juvénile, avec un petit point noir ici sur le pédoncule caudal. Et son voisin sur cette même image, c'est une autre espèce, c'est le canthare, c'est la dorade grise, qui a une couleur jaune or quand il est juvénile, alors qu'il devient gris sombre une fois adulte. Donc tous ces deux individus sont positionnés justement à cette interface, puisqu'ils vont pouvoir trouver à la fois l'abri sous les feuilles de Posidonie si besoin, et en même temps venir se promener le long de l'interface, où souvent ils vont trouver des petites proies, comme des petites crevettes, par exemple des petites mysidacées, des petits invertébrés, qui vont être souvent positionnés ici dans cette zone d'interface. Et c'est pour ça que là, ils auront à l'écotone le gîte et le couvert, c'est-à-dire la nourriture à disposition et un abri pas loin, à proximité. Sur la photo de gauche, on a exactement le même principe qui est illustré, mais ce coup-ci avec une espèce prédatrice de poisson. Donc, on va avoir un pagre, qui éventuellement sera positionné à cette interface entre l'herbier et le sable, lui aussi à la recherche de proies, mais éventuellement des proies plus grosses que les petites mysidacées, et qu'on rencontrera typiquement quand il est jeune à cette interface également. Donc là encore, la mosaïque du paysage sous-marin est très complémentaire, puisque chaque habitat ainsi que les interfaces vont avoir un rôle à jouer. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on peut un petit peu réfléchir en fait à la conservation de ces écosystèmes. Donc, pour les adultes, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle des zones de non-prélèvement. Alors, en anglais, c'est les no-take zones. C'est ce que j'ai symbolisé ici par le cadre noir autour de ces individus adultes. Si on protège les individus adultes, ils seront plus nombreux. Donc, si on empêche la pêche à cet endroit-là, ils seront plus nombreux. Ils seront plus gros, des individus de taille plus grosse. Ils auront donc un succès reproducteur plus important. Ils vont produire plus d'œufs, plus de larves, qui vont être à leur tour exportés. Et donc, on peut imaginer que ça va favoriser un peu plus loin une meilleure installation de postes larves et donc plus de juvéniles et au final plus de recrutement. Alors même si c'est pas au même endroit parce qu'il y aura eu la dérive des larves, mais globalement à l'échelle de la façade par exemple, ce sera un cercle vertueux. Alors, d'ailleurs au passage, quand on parle de no-take zone, ça fait appel à deux notions importantes. Donc les zones de non-prélèvement, elles ont deux effets qui ont été largement documentés. Le premier effet, c'est ce qu'on appelle l'effet réserve. C'est ce que je viens de vous expliquer en disant que à l'intérieur de la réserve, les individus auront de taille plus grosse, puisqu'ils ne sont pas pêchés, ils seront plus nombreux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet réserve. Et il y a un deuxième phénomène qu'on appelle le spillover, le débordement finalement, qui se traduit par l'exportation à l'extérieur de la réserve, alors soit d'individus adultes qui vont migrer, sortir de la réserve, soit l'exportation des produits de la reproduction de ces adultes.
et donc ce sont les œufs et les larves. Ça, c'est ce qu'on appelle le spillover, qui est le deuxième effet positif, enfin, un deuxième effet positif des résines. Donc ça, tout va bien, on est content, on a protégé les individus adultes. Mais est-ce que c'est suffisant? On imagine bien que nos habitats nurseries dont on vient de parler, s'ils ne sont pas protégés, ou du moins s'il leur arrivait quelque chose, ce cycle de vie, ce cercle vertueux serait interrompu. Or, pour protéger les nurseries, finalement, ce dont on va avoir besoin, c'est pas forcément de zones de non-prélèvement, parce que la pêche ne concerne pas directement ces habitats-là et les individus qu'on y trouve, c'est des petits juvéniles de quelques centimètres. Donc, on va avoir besoin, si on veut préserver ces habitats clés, d'un autre type de protection. Et notamment, c'est finalement l'intégrité en lui-même de l'habitat qui va devoir être protégée. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'intégrité de l'habitat? En fait, en zone côtière, le paradoxe, c'est que, on vient de le voir, on est dans les premiers mètres sous la surface, dans les premières dizaines de mètres sous la surface. Eh bien, on a à la fois cette mosaïque d'habitat très important, mais en même temps, on est le long des côtes, exactement à l'endroit où se concentre un maximum des effets des activités humaines. Et donc ces activités humaines vont exercer une certaine pression sur le littoral qui vont avoir éventuellement des impacts et notamment vont amener à peut-être transformer l'habitat. Alors, à titre d'exemple, avant qu'on fasse de l'épuration des eaux usées, on avait des panaches éventuellement très turbides qui étaient rejetés sans précaution et qui pouvaient affecter les habitats côtiers, notamment par exemple en faisant chuter la densité ou le pourcentage de recouvrement des herbiers qui devenaient très clairsemés. Parallèlement, si on effectue des travaux en zone côtière, par exemple du dragage ou du surcreusement ou du remblaiement, on va déverser des choses en mer, on va modifier la structure de nos petits fonds hétérogènes, les fameux petits fonds de blocs dont on parlait tout à l'heure, qui ont un rôle de nurserie. Donc si on fait cette transformation de l'habitat, que ce soit en changeant le recouvrement des prairies sous-marines ou en transformant la structure des petits fonds rocheux, eh bien on va homogénéiser les fonds, on va modifier leur structure tridimensionnelle. Et en faisant ça, en fait, éventuellement, on va perdre la fonction de nurserie qu'on évoquait auparavant. Alors, en fait, c'est assez logique, c'est que finalement, un herbier qui est très clairsemé, comme celui-ci, il ne va plus pouvoir offrir un refuge aux espèces de juvéniles dont on vient de parler avant. Même chose pour les fonds qui étaient des petits fonds hétérogènes de blocs et de galets mélangés. Si ça devient un substrat homogène à perte de vue, de sable fin, alors ça va être très bien pour certaines espèces qui aiment bien les fonds de sable fin, mais on perd la diversité qu'il y avait auparavant de substrats. Et toutes les espèces qui dépendaient de cette variabilité dans la structure des fonds va être en manque d'habitat clé. Alors bien sûr, je ne parle pas des fois où carrément on a totalement détruit, remplacé, recouvert ces habitats, qui du coup bien sûr ne sont plus disponibles. À la fin, si évidemment les habitats ont été détruits, ou du moins qu'ils ne peuvent plus assurer leur rôle, il y a forcément l'installation des juvéniles est compromise. Et s'ils ne peuvent plus grandir dans ces habitats nurseries, forcément, ça compromet le recrutement vers les populations adultes, et donc ça compromet le renouvellement de ces populations adultes. Donc finalement, on peut dire que à l'échelle plus globale, on aura eu beau protéger les peuplements adultes, si on ne s'assure pas que les juvéniles sont eux-mêmes protégés, leur habitat en tout cas, eh bien,
ça compromet les efforts qui auront été faits, y compris du côté des adultes. Donc dans ce contexte, on en revient aux questions clés qui vont se poser pour des gestionnaires concernant les nurseries. On va avoir besoin de savoir où elles sont, où se trouvent ces habitats clés, quelle quantité de nurseries sont présentes le long du littoral. Est-ce que finalement c'est quelque chose de commun ou est-ce que c'est quelque chose de rare? Et est-ce que ça va être finalement des habitats qui sont déjà assez bien protégés ou est-ce qu'il faudrait faire quelque chose pour mieux les prendre en compte dans les pratiques de gestion? Alors on verra que ça dépend en fait bien sûr des types d'habitats. Alors, dans le cas des herbiers de magnoliophytes, donc c'est ce qu'on appelle les plantes marines, comme les herbiers de Posidonie par exemple. Comme on le disait tout à l'heure, la Posidonie, c'est une espèce qui est depuis longtemps présente dans l'esprit des gens via une série de réglementations qui a été mise en place. Donc maintenant, son rôle et son importance est quand même de plus en plus reconnu. Et notamment, des cartographies ont été faites depuis maintenant longtemps et sont actualisées grâce à ce qui a été initié avec la directive Habitat. Donc, les emplacements des herbiers de Posidonie sont bien connus. Ils vont être cartographiés. Ils sont cartographiés. On trouve des applications comme l'application Donia, qui va permettre au navigateur de connaître l'emplacement des herbiers pour éviter de jeter l'encre dessus, etc. Et ça va être aussi un élément, ce repérage de ces herbiers, qui va permettre d'être un critère pour l'organisation des zones de mouillage pour les navires. Voilà, ce genre d'exemple de prise en compte. En revanche, pour d'autres habitats qui sont finalement un peu moins connus, ce ne sera pas forcément le cas. Si on s'intéresse aux petits fonds hétérogènes ou aux faciès arborescents de la roche infralittorale, en fait, on n'a pas forcément de cartographie détaillée de ces faciès. Puisqu'on va avoir sur les cartographies de biocénose les emplacements où est présente la roche, mais plus particulièrement les endroits où on trouve la roche avec des forêts de macroalgues, comme les cystosères ici illustrées. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas précisé, qui n'est pas détaillé. Donc on va avoir une petite lacune là, à ce niveau-là, qui va être problématique si on voulait savoir où étaient, dans l'infralittoral, ces forêts qui ont un rôle de nurserie. Je précise dans l'infralittoral parce que dans ce qu'on appelle dans le médio-littoral, donc c'est dans la zone où il y a le battement des vagues, là on a une cartographie existante de ces algues. Pour ce qui est des habitats de type petit fond hétérogène, eh bien finalement c'est pas une typologie d'habitat qui est nomenclaturée ni cartographiée, puisque c'est un habitat un peu mixte qui va être éventuellement classifié dans la catégorie substrat meuble, mais qui est en fait une catégorie qui comprend beaucoup de faciès variés. Et donc, on n'aura pas d'emplacement précisément connu pour ces habitats. Comme en plus, finalement, si on regarde ça, entre guillemets, ça paye pas de mine, vu comme ça, cet habitat-là, son importance n'a pas forcément été soulignée initialement. C'est dans ce contexte-là que finalement on a lancé le projet MEDAD, qui donc a eu pour vocation de s'intéresser à ces trois habitats-là et plus particulièrement avec un focus sur ces petits fonds hétérogènes, afin d'identifier donc leur emplacement, de mesurer quelle quantité d'habitats petits fonds hétérogènes étaient disponibles le long de la côte, et de voir si c'était finalement quelque chose de rare, de constant ou pas, et de mieux conseiller, in fine, leur gestion, leur prise en compte dans les pratiques de gestion. Donc, afin de réaliser ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a notamment travaillé dans différentes zones le long du littoral français. Alors,
J'insiste ici quand même, pourquoi est-ce qu'on a fait un focus notamment sur ces petits fonds hétérogènes? Eh bien parce qu'ils ont une importance à la fois écologique et économique. Euh, J'ai illustré ici un certain nombre d'espèces qui vont utiliser ces petits fonds comme zone de nurserie. Je vous ai parlé des sarres tout à l'heure, des Podosargus, mais on y trouvera également dans ces petits fonds hétérogènes qui sont illustrés là à droite, on y trouvera d'autres espèces. Euh, le sar mésopointu, je l'ai mentionné, mais également le nérou par exemple, les pageaux, denti, etc. Donc des espèces qui sont à la fois écologiquement importantes, ce sont des espèces un peu pivots qui vont avoir des rôles clés à leur tour dans l'écosystème. On pourra en parler plus en détail si vous voulez après. Et donc aussi une importance économique, puisque dans ces espèces-là, nombre d'entre elles sont visées par la pêche côtière. Alors comment est-ce qu'on a travaillé? Eh bien la première tâche qui était le gros du travail a été de réaliser une localisation de ces habitats essentiels qu'on appelle donc les petits fonds hétérogènes. On a travaillé sur des images satellites qui ont été analysées euh, en fonction de nos connaissances sur le milieu. On a cherché à localiser, grâce à l'interprétation de ces photos aériennes, où étaient localisés, où étaient situés ces petits fonds hétérogènes de blocs et de galets en faible pente, faible profondeur, dans des zones en général plutôt protégées de l'hydrodynamisme. Ce travail de repérage sur image satellite a bien sûr été complété par une phase de vérité terrain. Alors ça, c'est très important. Ce qu'on appelle la vérité de terrain, c'est le fait que, bien souvent, en écologie, quand on étudie des phénomènes naturels, quand on fait de la cartographie, on va faire une première phase de travail préliminaire finalement qui va consister à de l'interprétation d'images satellites, de photos aériennes. Ça peut s'appliquer dans différents contextes. Toujours est-il que on aura une phase où on va aller vérifier sur le terrain, donc là c'était en plongée scientifique, la présence de l'habitat qu'on avait présupposé sur les images aériennes. Ce qui permet au passage aussi d'affiner nos critères de localisation, de valider le fait que sur ces interprétations d'images, on arrive à identifier l'habitat. Alors ça a été fait donc à différents endroits. Donc là on voit un exemple, c'est extrait de la côte des Alberts dans les Pyrénées-Orientales. Ici, on est pas loin de Cerbère et Banyuls. Et globalement, cette méthode, on l'a appliquée sur l'ensemble du littoral français méditerranéen, continent et Corse. Donc ça représente 2700 km, où on a fait ce repérage des habitats nurseries, des petits fonds hétérogènes. On a regardé donc le pourcentage du littoral que ça représentait. Et on l'a également fait dans d'autres endroits en Méditerranée, pour pouvoir comparer. Et notamment dans 16 zones méditerranéennes où on a pris soin à chaque fois de regarder à la fois dans et hors zone protégée cette présence de cet habitat. Et sur le littoral français, on l'a fait partout, tout le long de la côte. Alors ici, c'est un exemple. À partir de là, on a fait donc cette cartographie de ces habitats nurseries. Et ici, en blanc, vous avez les tronçons de littoral où est rencontré cet habitat des petits fonds hétérogènes. Donc là, en couleur bleue, c'est la zone interne de la réserve naturelle de Scandola, littoral qui est à l'intérieur de la zone de protection. Et on voit en blanc les petits tronçons où est situé l'habitat nursery. Et déjà comme ça, à l'œil nu, on s'aperçoit que c'est finalement des rares tronçons du littoral qui portent cet habitat. Donc on les a localisés précisément. On s'est rendu compte qu'en général, ces zones d'habitat nursery, elles étaient de petite taille. C'est des petits tronçons, des petits segments de côte qui vont faire environ 50 mètres de long. Alors, selon les endroits, il y en a plus ou moins, mais globalement, comme je viens de l'évoquer, c'est quand même un habitat rare, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait moins de 10% en moyenne
du littoral qui présentent cet habitat qu'on appelle PFH, les petits fonds hétérogènes. Et finalement, en plus, on s'est rendu compte que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des zones protégées, qui existaient déjà, il n'y en avait ni plus ni moins. Donc finalement, elles ne sont pas particulièrement représentées, plus particulièrement dans les zones de protection. Et ce constat-là, il était vrai partout, en France, surtout le linéaire étudié, et même ailleurs en Méditerranée, on s'est rendu compte que c'était le même constat. Alors là, j'ai un petit graphique. Donc les couleurs, c'est les différentes zones d'études en Méditerranée. L'axe des X, là, cette graduation, ça représente le pourcentage, donc la proportion de la côte qui présente cet habitat nursery par petits morceaux, en pourcentage. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'on était à moins de 10% du linéaire côtier qui présente cet habitat. Alors on voit que selon les zones, c'est plus ou moins rare. Il y a certains endroits où il y en a encore moins, puis des endroits où il y en a un peu plus. Mais en moyenne, on est sur cette valeur-là. Alors, donc ça nous permet d'assister sur la rareté de cet habitat. Alors, ce qu'on a fait également, c'était de s'intéresser à finalement la disponibilité relative des nurseries de ce type-là, les petits fonds rocheux hétérogènes, par rapport à d'autres habitats, dont on a déjà parlé, qui ont également ce rôle de nurserie, donc notamment les herbiers et les roches avec des macroalgues. On s'est focalisé sur la zone des petits fonds, hein, on est dans les 10 mètres, et on s'est rendu compte, on a pu quantifier, que d'une zone à l'autre, finalement, on avait plus ou moins un de ces habitats qui a été prépondérant. Alors là, c'est la réserve naturelle de Scandola, par exemple, en Corse. On est au niveau de la réserve, du cœur de la réserve. Et dans ce cas-là, par exemple, en termes de surface, on s'est rendu compte que finalement, l'habitat qui était le plus disponible, c'était la roche infralittorale, à 50%, laquelle porte des cystosères en Corse, en majorité, donc des forêts de macroalgues. L'herbier, lui, était disponible à environ 30-36%, alors que les petits fonds hétérogènes, eux, c'était moins de 0,1% de cette zone d'étude. Donc, ça permet d'identifier finalement des zones où il y a plus ou moins d'habitat, et notamment, dans le cas de ces petits fonds hétérogènes, leur rareté vraiment flagrante. Parce que là, sur la carte, c'est les petites pastilles orange qui sont ici, qui sont les quelques endroits nursery pour ces fameux SAR et espèces associées. Un autre constat qu'on a pu faire, qu'on voyait déjà en fait sur ce schéma, c'est que certaines zones sont très pauvres en nursery, encore plus que la moyenne. Sous-entendu, ces zones-là, elles vont avoir un problème en termes pour aller grossièrement, on va dire, de production finalement de poissons. Et on va avoir finalement des zones où il y a totalement une absence de nursery et d'autres zones où les nurseries sont présentes. Ce qui est important de comprendre là, c'est qu'on aura donc une interdépendance entre ces zones. On parle de solidarité écologique, puisque finalement, des zones, par exemple ici sur ce schéma, cette péninsule où il n'y a pas du tout de nurserie, ne pourront pas accueillir les post-larves et les poissons, et finalement leur population adulte, pour être renouvelée, vont dépendre de migrations d'individus qui auront d'abord, se seront installés et grandis dans des nurseries situées plus loin, et qui, une fois suffisamment grands, une fois devenus ce qu'on appelle des recrues, vont pouvoir se disperser, migrer, et rejoindre ces zones pauvres en nurserie. Donc on a finalement une interdépendance. Imaginez maintenant que cette zone pauvre en nurserie, ce soit justement l'endroit où on a historiquement installé un parc national. Mais finalement, la protection qu'on met en place ici, elle est
très efficace pour les individus adultes, mais finalement, cette zone reste dépendante de nurseries qui, elles, sont éventuellement situées à l'extérieur de la zone protégée. Donc, les actions de gestion qui vont être entreprises à l'extérieur des zones protégées vont être très importantes et vont conditionner le succès de ce qui se passe dans la zone qu'on aura par ailleurs protégée. Donc, éventuellement, tous les efforts de conservation mis en œuvre à un endroit peuvent être compromis si on n'a pas fait attention à l'autre bout de la région à également protéger certains habitats clés comme les nurseries. Alors maintenant, ça en termes d'application à la gestion des côtes, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, à l'issue de ce genre d'études, ce qu'on met en place, ça va être finalement une base de données cartographique qui va ici en rouge présenter la localisation de ces habitats nurseries et qui sera utile pour aider à cibler les efforts de conservation de la part des gestionnaires. Alors là, on est dans cet exemple à l'intérieur du parc national des Calanques. En l'occurrence, c'est la Calanque de Sormiaux. Donc, ce genre de données va permettre soit d'affiner un plan de gestion. Donc, quand on parle de plan de gestion, c'est les actions qui sont mises en place par le gestionnaire sur une zone donnée. Éventuellement, ça va lui permettre, s'il doit réactualiser son organisation des mesures de protection, eh bien peut-être de proposer un zonage, donc un découpage du territoire un petit peu différent qui tiendra compte de la présence de ces habitats essentiels. Ou alors, ce sera une information importante pour suivre, conseiller, voire parfois réglementer certaines activités, comme des projets d'aménagement sur le littoral. Alors là, il y a deux exemples d'ailleurs récents qui concernent la Calanque de Sormiaux. En fait, le parc national des Calanques, une fois qu'il a eu connaissance de ces habitats, la localisation de ces habitats clés, a pu finalement apporter une réponse adaptée à des projets d'aménagement. Alors le premier projet, ça avait été ici sur cette image à gauche, on voit en fait la destruction de ruines qui étaient de cabanons en ruines qui étaient ici sur la plagette de Sormiaux. Et finalement, connaissant l'emplacement de ces habitats clés, ici juste au droit de la plage, ils avaient dressé un cahier des charges très rigoureux pour que l'entreprise qui intervenait ne risque pas de transformer la structure tridimensionnelle des habitats présents ici dans l'eau. Donc ils avaient mis en place un système de cahier des charges pour que les travaux ne soient le moins impactants possible, en tout cas, sur cette zone essentielle. Et donc les habitats juvéniles ont pu être préservés grâce à ça. Plus récemment, il y a eu un projet d'aménagement du petit port de Sormiaux qui prévoyait un surcreusement pour permettre l'accueil d'une unité plus grosse. Et le parc a opposé de la même manière un cahier des charges au projet afin finalement de demander au maître d'ouvrage et à l'entreprise qui serait chargée des travaux d'adapter leur plan de travail finalement pour éviter les impacts sur les habitats essentiels. Parce qu'on imagine bien que si dans le port on avait complètement surcreusé sans préserver en partie les caractéristiques telles que la pente ou la texture du fond, ça n'a plus posé problème pour la survie de ces individus. Autre exemple, alors là j'ai choisi un exemple international à l'étranger. Je vous ai parlé tout à l'heure de zones où on avait été travailler dans un autre cas, dans une autre étude. On est ici au Monténégro. Et en fait, ce qu'on a fait dans cette zone d'étude, c'était qu'ils nous ont missionné pour faire un inventaire des habitats nurseries dans cette zone-là, puisqu'ils étaient justement en train de définir les zones le long de ce littoral, donc on est dans la mer Adriatique, qui allaient être indiquées comme zone de protection renforcée à l'intérieur du nouveau parc naturel de Catiche. Et donc, grâce à cet inventaire, donc là, par exemple, on a une illustration, le long de la côte du Monténégro,
on a fait la localisation des habitats nurseries et des inventaires. Là, c'était les inventaires de juvéniles de mérou. Plus les bulles sont grosses, plus c'est qu'il y avait des populations importantes de juvéniles de mérou dans les nurseries identifiées. Et ça a permis d'orienter le gestionnaire pour leur dire, bon ben regardez, justement, cette zone-là au sud, vous n'aviez pas forcément envisagé de la protéger initialement, eh bien, là, en bleu clair, ils ont positionné une zone de protection qui tient compte notamment de la richesse de ces fonds-là et en particulier de la présence de ces habitats nurseries qui sont ici localisés en violet. Donc, grâce à ce genre de données, on a finalement affiné, précisé le zonage des mesures de protection sur ce littoral. Alors, bien sûr, ça va se faire de manière pondérée, c'est-à-dire que c'est un des critères qui va permettre d'organiser la gestion. Mais il faut voir ça comme un millefeuille, puisque finalement, ce critère-là sera un des critères qui sera juxtaposé à tout un ensemble de paramètres et qui, additionnés les uns aux autres, vont permettre de faire finalement une composition qui tient compte le plus possible à la fois des enjeux écologiques comme ces habitats essentiels, mais également d'autres enjeux liés à la conciliation entre les activités humaines et la préservation des milieux naturels. Alors là, pour la petite histoire, dans cette zone littorale, leur volonté était notamment de pouvoir impliquer la communauté de pêcheurs locaux pour qu'ils puissent continuer leurs pratiques, mais aussi la diversifier, par exemple, en mettant en place une activité de pescatourisme, donc c'est des visites organisées par les pêcheurs. Et l'objectif de ce travail d'inventaire était aussi de montrer à la fois aux usagers, aux professionnels, qu'on pouvait valoriser le milieu naturel via sa conservation. Du coup, en résumé, comment est-ce que les habitats clés, là, nos habitats essentiels, ils peuvent servir de critères pour le zonage, notamment de mesures de protection renforcées? Alors, on l'a dit, déjà à l'intérieur d'une zone donnée, on va chercher à localiser et cartographier ces différents types d'habitats nurseries, y compris ceux qui sont moins connus que ceux déjà cartographiés à l'issue des directives précédentes. Donc on a des faciès dont on a parlé, tels que les forêts de macroalgues ou les petits fonds hétérogènes, qui seront importants de bien localiser. Puisque ensuite, ces couches d'informations seront utilisées comme infos supplémentaires pour planifier le zonage. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, quid de la résolution thématique? C'est là où c'est important de faire finalement un travail avec une résolution suffisamment importante, puisque de base, les petits fonds hétérogènes ou les faciès arborescents ne sont pas forcément exigés comme étant un niveau de détail demandé dans les cartographies typiques, on va dire, des biocénoses, issues des directives européennes. Donc on va avoir éventuellement besoin de faire un travail plus précis pour localiser précisément ces faciès bien particuliers. Là, je vous ai mis un exemple à droite. On a beaucoup parlé là des forêts cystosères, mais en fait, dans la biocénose de la roche infralittorale avec des algues photophiles, ça c'est le nom officiel de cette catégorie d'habitat, eh bien on peut avoir différents cas de figure, différents faciès. On a les forêts, mais bien souvent elles sont remplacées par ce qu'on appelle des faciès arbustifs. On aura des algues beaucoup plus petites, souvent des espèces non pérennes qui sont annuelles, qui poussent avec un cycle annuel et qui ne vont pas du tout offrir le même genre de forêt avec le même genre d'abri que les forêts de macroalgues. Donc on comprend bien qu'il n'y aura pas du tout le même rôle de nurserie dans un cas et dans l'autre. Ce qui sera important également, c'est quand on va faire ce travail de zonage, de tenir compte de la diversité de la mosaïque paysagère. On a vu que selon les endroits, il y avait plus ou moins d'habitats nurseries disponibles dans toute leur diversité.
Donc il faudra faire attention pour que notre zone de protection soit optimisée finalement, d'inclure à l'intérieur de cette zone de protection une bonne représentation des habitats naturels nurseries, donc pas seulement un seul type, mais une véritable quelque chose qui soit représentatif de la mosaïque des paysages sous-marins. Donc là encore, la cartographie sera un bon outil de travail. Et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, la multiplicité des actions de gestion qui seront complémentaires les unes des autres. Et encore là, on a évoqué que certaines d'entre elles. Effectivement, les AMP devront, enfin les aires marines protégées, mais pas que, également à l'extérieur des AMP, on l'a vu, ce qui se passe à l'extérieur des AMP est tout aussi important. On va veiller à protéger les populations adultes, donc les populations reproductrices, avec des zones de non-prélèvement, mais les habitats de nurserie, bien souvent situés dans des zones sans protection particulière, bien, on va faire attention à ce qu'ils ne soient pas dégradés, à ne pas perdre leurs caractéristiques essentielles à leur rôle, notamment en termes de structure 3D. Et donc, on va veiller à maintenir une diversité, une hétérogénéité de ces habitats pour assurer, au niveau des zones côtières, ce rôle de nurserie des petits fonds. Et enfin, tout ceci en ayant en tête que c'est important de tenir compte de ce qu'on a appelé tout à l'heure les solidarités écologiques. Donc, des zones qui seront riches en nurseries, d'autres qui seront dépourvues au contraire de nurseries. Et finalement, on va tenir compte de l'interdépendance de ces zones entre elles à l'échelle du littoral. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai fait le tour de ces illustrations. Et on peut maintenant discuter et peut-être s'attarder sur certains points plus particulièrement, revenir sur certains concepts, certaines idées. Pierre, Merci beaucoup, Adrien. si tu veux, Merci je te beaucoup, Adrien. compléter. Ouais, merci pour ta présentation, ces éléments. Alors, j'ai pas noté de questions dans l'onglet questions. Je sais que tu as été très clair finalement. Donc, du coup, j'ai une main levée. Je sais pas si c'est Monsieur Smaël. Je peux vous donner la parole si vous êtes toujours avec nous, hein, apparemment. Et si vous voulez poser une question à Adrien, je vous ai ouvert votre micro, mais il faut que de votre côté, vous l'ouvrez aussi. J'ai mon chat au milieu, vous inquiétez pas. Hop. Alors peut-être monsieur ou madame Gasmi Myriam. En fait, si vous voulez prendre la parole, on peut vous donner. Ça y est, le micro est ouvert pour Myriam. On vous écoute? Non, on vous entend pas. Peut-être Adrien, le temps que tout le monde se régule avec l'outil. Dans ton rapport, en fait, tu as noté en fait que la longueur moyenne d'une nurserie, c'est de l'ordre d'une cinquantaine de mètres, en fait. Et finalement, alors moi personnellement, j'étais très surpris en fait par cette taille-là, hein, parce que finalement, c'est quand même pas très très grand, quoi. Et du coup, est-ce que ton travail en fait a renvoyé à finalement une mise à jour des connaissances, ou est-ce qu'on avait déjà en fait cette image-là en fait des nurseries, quoi? En fait, on avait quelques indices qui nous faisaient penser que c'était des habitats rares. Donc effectivement, peu, voilà, de petite taille et présents finalement de manière très sporadique le long du littoral. Parce qu'on l'avait mesuré à certains endroits, mais là, ce qui a été frappant, c'était de constater que, en fait, c'est un constat qui se répète tout le long du littoral. C'était que ce soit voilà
région Occitanie, région Sud, en Corse et ailleurs en Méditerranée. On est allé finalement vérifier cette constatation-là tout le long du pourtour méditerranéen, que ce soit dans des zones plutôt de géomorphologie calcaire ou alors granitique ou métamorphique comme en Corse, sur des zones plutôt insulaires, sur des zones plutôt continentales. C'est un constat qui se répète. Alors c'est sûr que la géomorphologie fait que ça varie un petit peu. Là, sur l'image que j'ai remis à l'écran, si vous le voyez toujours, on a je suis revenu sur l'image de Scandola en Corse, où on a particulièrement peu de nurseries, mais certaines zones, comme par exemple la baie de Calvi en Corse, présentaient un petit peu plus d'habitat nurserie, puisque on est dans des fonds de baie où la pente du fond fait que naturellement il y aura plus d'habitat, mais on reste dans ces pourcentages quand même globalement autour de 10% du linéaire. Alors si je quitte cette présentation, on pourra éventuellement regarder la vision de la cartographie qui est disponible en ligne. Je vais l'afficher. Tac. Je vais partager l'écran à ce niveau-là. Hop. Voilà. Je vais prendre le temps de l'ouvrir. Si les deux questions sont là, peut-être qu'on peut les prendre. Désolé, j'ai une coupure là. Décidément. Pas de questions non plus, toujours pas de demande de prise de psy. Sidonie Gâteau, est-ce que... Ah ben avec, micro ouvert en plus. Allez-y, on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, en fait, je me demandais s'il n'y avait pas des habitats qui pouvaient évoluer vers d'autres habitats et, et du coup, savoir s'il y avait un suivi du développement des habitats, mais un suivi naturel, comment naturellement ces habitats évoluent. Parce qu'on est souvent dans le principe de restauration d'habitat ou d'imaginer que les zones sont figées, mais on imagine bien que tout ça, ça évolue et je me demande comment vous assurez du coup le suivi de l'évolution naturelle de ces habitats. Ok, merci. L'évolution naturelle. Ok. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors effectivement, c'est important de faire un suivi. Alors, si on considère les différents habitats, il y aura peut-être une réponse adaptée. Alors, sur la baie de Posidonie, par exemple, Pierre, tu pourras sans doute donner plus de détails que moi sur les suivis en cours, par exemple. La cartographie est actualisée régulièrement, puisque l'herbier est susceptible de changer d'état de santé assez vite. Donc, il y a un travail d'actualisation des cartographies qui sont faites, qui sont confiées à des bureaux d'études, par exemple. Sur les petits fonds hétérogènes, finalement, en soi, l'habitat est relativement stable, j'ai envie de dire, d'un point de vue géomorphologique, sauf s'il y a des interventions humaines qui vont venir le transformer. Peut-être ce qu'on peut aussi rajouter, Adrien, c'est le fait que il y a encore 2 ans, on n'avait pas de cartographie, quoi. Donc du coup, on se posait pas la question de savoir s'il fallait les suivre ou pas les suivre, quoi. Voilà. Donc là, on a effectivement un état initial hein, qui soulève déjà quelques questions et qui a déjà des côtés opérationnels comme ceux que tu as montrés sur les petits aménagements qui étaient prévus, quoi. Effectivement, la question de savoir si il faut mettre en place un suivi particulier d'évolution des nurseries. On peut dire qu'elle est posée, mais on n'y a pas encore répondu, quoi, d'une manière générale, quoi. Donc, Ok. Là, j'ai affiché à l'écran, normalement, vous devez le voir, donc c'est la cartographie dont on parle, qui est présentée sur la plateforme Metrix, donc qui est une plateforme en ligne où il y a toute une série de thématiques qui sont abordées, notamment en porte d'entrée cartographie. Et donc, si vous vous rendez sur cette plateforme, vous pouvez voir directement le résultat de la cartographie. Là, si je fais un zoom, par exemple, sur certaines zones,
on retrouvera le genre de carte dont je vous ai montré des extraits tout à l'heure. Et alors là, par exemple, si je fais un zoom sur Marseille, sur le littoral marseillais, on pourrait très bien imaginer effectivement que cette cartographie doit être peut-être revisitée dans un certain temps, dans un certain nombre d'années peut-être, mais en tout cas, elle permet déjà, surtout, et c'était quand même ça essentiellement l'objectif, de pouvoir dire, bon, ben, maintenant qu'on sait où ils sont, voilà, on a un état initial et on peut se baser là-dessus pour adapter les mesures de gestion. Et alors effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, finalement, quand on est dans une réflexion de gestion, euh, pour la protection de l'environnement, on évoque souvent la chaîne ERC, donc éviter, réduire, compenser. Donc éviter, bah, ce sera par exemple les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. On connaît l'emplacement maintenant précisément de ces habitats. Donc si on peut utiliser cette cartographie pour éviter les impacts, bah, ce sera très bien. Par exemple en faisant ce qu'ont fait certains gestionnaires, un cahier des charges à une entreprise qui devait intervenir sur la zone pour leur dire, bon, ben, en fait, ce que vous vouliez faire, les aménagements que vous vouliez faire, ben, vous n'allez pas les faire ici, de ce côté-là, vous allez plutôt les faire à tel autre endroit juste à côté, où là, il n'y aura pas de problème avec cet habitat nursery. Là, on évite finalement l'impact. Et avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'on tout simplement, on ne savait pas. On n'avait pas la connaissance de la localisation de cet habitat. Ensuite, la réduction, bah, ce sera un peu l'exemple que j'ai montré tout à l'heure dans le petit port de Sormiou. C'est-à-dire qu'on n'a pas annulé le projet, mais on a demandé un cahier des charges un peu rigoureux pour réduire au maximum les impacts de l'activité sur l'habitat essentiel. Et alors, effectivement, si on n'a pas pu suffisamment éviter ou réduire les impacts, le C, c'est compenser, donc dans la stratégie ERC. Et à ce moment-là, en compensation, on pourra imaginer des solutions dont vous parliez tout à l'heure en termes de restauration écologique pour compenser finalement ce qui aura été abîmé. Donc, faut voir un peu le processus s'échelonner comme ça dans cette logique. C'est finalement une multitude d'actions complémentaires qu'on va essayer de mettre en place en éventail. Merci Adrien. Toujours pas plus de demandes de parole. Ah si, ça y est. Damien Éloire, je vous ai ouvert votre micro, vous pouvez parler. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien, merci. Merci Adrien. Je voulais savoir, Adrien, là, je regarde sur Metrix, donc du coup, ce sont les données qui sont issues de votre étude. Est-ce que il y a un endroit également où c'est spécifié les vérités de terrain que vous avez faites par rapport en fait, à ces données-là? Alors oui, si vous cliquez dans la marge, Ou directement sur alors, les rangs, sur le site. Tu dois avoir, si tu cliques sur les sites, tu dois ouvrir les champs en fait où tu as les informations de données terrain, en théorie. c'est ça. C'est ça, il y aura les informations de données de terrain. Si vous cliquez dans les différents liens qu'il y a dans la marge, il y a une fiche projet qui détaille tout ça. Et plus particulièrement dans les couches disponibles, il y a en tout cas une partie, voilà, pour 2019 et 2020, il y a les sites qui avaient été Mais visités lors des campagnes de vérité de terrain 2019 et 2020. ce que Et tu peux montrer en fait avec sélectionne le site de comptage, enfin désélectionne tout là, voilà. désélectionne et voilà, il va cliquer sur une des zones. Normalement, tu devrais avoir la pop-up qui s'ouvre en fait sur le côté, sur un de tes points de couleur là. Tu devrais avoir. Voilà, donc là, par exemple, il y a le pop-up qui s'est ouvert. Donc là, en rouge, j'ai fait apparaître les zones de vérité terrain, où donc on a rendu visite à une sélection de nurseries qu'on avait cartographiées. Et là, dans le pop-up à gauche, on voit effectivement la longueur qui a été visitée, l'appellation du transect. Et ça, on peut le faire à différents endroits. Là, vous voyez que par exemple, sur la Côte Bleue, dans la Marseille, on a les sites de vérité de terrain et c'est comme ça un peu partout. Et il faut savoir que donc
au terme de ces vérités de terrain, on a comparé finalement la cartographie faite à partir des images satellites versus la cartographie réalisée sur le terrain. Et ce qu'on a mesuré, c'est finalement le pourcentage de concordance. Et on s'est rendu compte que le taux d'erreur, en fait, il était de l'ordre de 1% en termes de linéaire côtier. Donc, on a vraiment une très bonne fiabilité de la méthode. C'est-à-dire que quand on cartographiait 100 mètres de nurserie, bon, il y avait une marge d'erreur de 1 mètre à l'échelle des zones étudiées. Et on est vraiment sur un très faible taux d'erreur. Et donc, ce qui a permis de dire que même là où on n'avait pas fait de vérité de terrain, la cartographie obtenue par image satellite était fiable. Super. Et du coup, si je peux me permettre, j'ai du coup une deuxième question qui vient Allez-y. par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que il y aurait possibilité du coup de revenir dans le temps avec des anciennes cartographies images satellites et par exemple de faire un comparatif de ces habitats il y a 10 ou 20 ans de ça en arrière? Tout à fait. Alors, tout à fait. Et c'est même tentant de remonter plus loin dans le temps. Notamment là, si on regarde cette image-là que vous avez à l'écran, ça saute aux yeux que les nurseries, elles sont réparties le long du littoral. Il y a des endroits où il y en a plus ou moins, et notamment un des endroits où il n'y en a pas du tout. C'est ici, au niveau du port autonome, donc le grand port autonome de Marseille. Et si on avait des images satellites, enfin des images aériennes des années 1890 par exemple, probablement qu'ici, on aurait eu des nurseries présentes. Alors j'avais d'ailleurs travaillé, j'ai pas l'illustration là dans ce diaporama-là, mais en fait j'avais récupéré des vieilles cartes d'état-major qui dataient de 1870, je crois. Alors c'était des choses moyennement précises en termes de géographie, mais quand même on avait ici sur ce littoral-là la visibilité de ce qu'il y avait avant la construction du port autonome de Marseille, et notamment il y avait un certain nombre de littoraux présentant les petits fonds hétérogènes. Merci Adrien. Merci. Juliette, vous avez votre micro qui est ouvert. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Bonjour, vous m'entendez? Très bien, merci. À vous. Bonjour Adrien. On se connaît déjà un peu. J'avais fait le DU BioM avec toi. Merci d'abord pour cette super présentation. C'était vraiment passionnant. Et du coup, alors j'ai eu un petit bug durant la présentation des chiffres clés. Notamment, j'ai vu passer un 10% de nursery, je ne sais pas très bien ce qu'il représente, et j'ai vu ces 50 mètres linéaires, donc merci Pierre d'être revenu dessus. Donc je veux bien que tu reviennes un peu sur ces deux chiffres, et ensuite je voulais savoir si ça rejoint la question de la personne précédente, mais le constat que tu as fait là, donc c'est actuel. Et est-ce que ces pourcentages, par exemple, de nursery, peut-être j'aurais mieux compris après, hein, mais est-ce qu'ils sont représentatifs d'un habitat à l'état naturel, ou est-ce que ça représente euh, juste l'habitat à l'état actuel et qui est déjà artificialisé, donc je sais pas si Alors, je suis claire. oui, non, c'est clair. Je vérifie ça, le micro est bien. Normalement, vous devez voir une illustration à l'écran. Oui. Effectivement, ça représente l'état actuel et ça représente l'état finalement naturel, les 10%, puisque c'est vrai que ce soit dans des zones anthropisées ou dans des zones finalement non anthropisées, on a le même constat quand même, hein. À part dans des cas particuliers comme la zone du port autonome que je montrais tout à l'heure. Donc le fait qu'il soit rare, c'est pas en soi quelque chose issu d'un problème, c'est finalement la configuration des côtes, la géomorphologie fait que par définition, c'est des habitats qui sont peu présents. Si on regarde cette illustration, c'est vrai que là, dans un fond de crique, on aura des petits fonds en pente douce, pas profonds,
avec un substrat hétérogène, naturellement. Par contre, dès qu'on est sur une zone de pointe rocheuse, de péninsule, avec des falaises, des zones plus abruptes, on n'aura plus cet habitat très particulier qui est du coup finalement rencontré le plus souvent dans des zones de fond de crique, de fond de baie. Donc déjà, en soi, ça fait que naturellement cet habitat-là sera absent dès qu'on est sur des zones rocheuses, un peu abruptes, et à l'inverse, il sera plutôt présent dans des fonds de baie, alors qui sont, il est vrai, les zones où spontanément l'homme installe ses activités. On l'a vu avec l'exemple du port autonome. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est un habitat particulièrement vulnérable. Pour ce qui est du calcul des pourcentages, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on fonctionne par tronçon de 500 mètres de côte et on va finalement regarder sur un linéaire de 500 mètres, un segment de 500 mètres de côte, eh bien j'aurai un petit bout ici, voilà, de 100 mètres de nurserie, et par contre le reste ce sera pas de l'habitat favorable. Donc c'est comme ça qu'on va calculer finalement par tronçon de côte quel est le pourcentage favorable. Et en faisant cette mesure-là, on s'est rendu compte finalement que les nurseries, elles étaient présentes le plus souvent le long de petits segments. Ben là, on le voit, par exemple, cette plage-là, cette plagette qui présente l'habitat favorable, elle fait à peu près 60 mètres de long. Et donc là, en moyenne, on a obtenu le fait que ces tronçons de littoraux, ces segments de littoraux qui présentent l'habitat nursery, ils font rarement plus voilà, de 60-70 mètres de long. Enfin, toujours est-il qu'en tout cas, on est sur une moyenne de cet ordre-là. Alors des fois, c'est des tronçons plus petits, des fois un peu plus gros, mais on est sur ce chiffrage-là. Et en termes de pourcentage, donc, ouais, voilà, donc sur cette image-là, on voit les tronçons en couleur, là, c'est les tronçons qui portent l'habitat nursery. Donc, toutes les zones un peu plus abruptes, comme ici, cette petite péninsule ne dispose pas d'habitat nursery. Et en termes de disponibilité globale, finalement, à l'échelle d'une zone, ici, là, ce qu'on a à l'écran, c'est Scandola. Eh bien, on s'est rendu compte qu'à Scandola, ici, donc, en marron, ici, Scandola, eh bien, voilà, le pourcentage, il était de moins de 5% globalement à l'échelle de la réserve, de linéaire côtier qui représentait l'habitat nursery. À l'inverse, à Serpent-Arbanouls, c'était un peu plus important, parce que on était plutôt vers 13-14%, parce que la configuration de la côte est un peu différente. Merci Adrien. Élodie Gerbeau, vous avez votre micro qui est ouvert. Juste quand vous avez fini de prendre la parole, pensez à couper votre main levée, hein, sinon on tourne en rond. Allez-y Élodie. On ne vous entend pas. Non, un petit problème de micro. On va laisser la parole à Claude Réveret, le temps qu'Élodie cherche son problème de micro. Claude, t'es avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, tu as la Ouais, parole. d'accord. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question qui rejoignait celle de Damien par rapport à la disponibilité des données. En fait, Créocéan, on a fait un suivi sur le Rayol et je viens d'aller voir sur votre site, là, il y a 2 petites nurseries qui ont été détectées, enfin cartographiées, et je me demandais en fait si on pouvait avoir accès aux données poissons. On travaille pour la communauté de communes là, et en fait dans le cadre d'un suivi environnemental de géotextile. Donc ça serait intéressant de voir de comparer nos données de comptage poisson à celles qui ont été faites dans les nurseries. Merci Adrien. Oui, tout à fait. Écoute, avec plaisir. Là, j'étais en train de zoomer du coup sur la zone dont tu parlais. Donc j'imagine que c'est à l'ouest de Cavalère. Ouais, c'est ça, et c'est juste à côté du domaine du Rayol. D'accord.
Et en fait, il y a deux. Effectivement. Alors, il y en a une qui s'appelle 4186 et l'autre 4187. D'accord. Ben écoute, c'est tout à fait possible. Donc, le principe, ça, donc pour tout le monde, hein, je l'indique. Quand on est sur l'interface, si on va dans la zone des onglets en latéral, on peut consulter finalement les métadonnées liées aux couches et il y a nos coordonnées qui sont indiquées. Et à ce moment-là, c'est tout à fait possible de nous écrire pour qu'on vous transmette les informations. Les couches sont en open access, donc il suffit simplement de se mettre d'accord sur une convention de partage. Donc on a une petite charte d'utilisation qu'on demande aux personnes de remplir et de signer sur le fait que voilà, il y aura mention faite de la source, des auteurs, des sources de financement. Mais à partir de là, c'est tout à fait accessible à tout un chacun. D'accord, merci. Est-ce que ça vous intéresse aussi d'avoir nos données de comptage poisson, qui sont sur des zones de sable, par contre? Mais... Bah, à ce moment-là, effectivement, nous, on sera très heureux oui, de croiser les informations qu'on peut avoir et c'est ça la force du réseau, de pouvoir finalement récolter des données à l'échelle de la façade. Ouais. Et ça, on pourra en discuter plus précisément volontiers. Ouais. D'accord, bah merci. 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 Sophie Kaplan. Sophie. Sophie, pas là, on va prendre le micro. Bon, on va passer la parole à Camille de Vicy, pardon, si elle est là. Tu nous entends là maintenant, Pierre? Ah, alors c'est qui? C'est Sophie et Camille de l'Adréal. Ah, ben alors on va commencer par Sophie, puis on passera la parole à Camille après. Merci. Sophie, vas-y. Vas-y, c'est Camille Campion, vas-y. Ah bon, Merci Camille. pour votre présentation. On avait trois petites questions. On se demandait s'il était prévu d'ajouter ces données sur la carte globale des habitats marins, là, la carte des biocénoses. La deuxième question, c'était de savoir si avec ces habitats-là, plus la cartographie des algues infralittorales et cartographie des herbiers, on avait quasiment 100% des nurseries des petits fonds, ou enfin à quel niveau on se situe. Et puis la dernière question, c'était de savoir si, en regardant la carte, on voyait qu'il y avait des ouvrages artificiels qui apparaissaient. Et donc ça nous posait question de voir apparaître ces ouvrages en nurserie Ok, merci. de petits fonds rocheux, vu que c'est pas des habitats naturels. Ok, donc là, je note trois questions. Alors, pour commencer par la partie carto, donc c'est vrai que dans l'idéal, oui, on peut considérer que ce sont des couches qu'on peut rajouter à la carte des biocénoses. Alors, c'est pas fait de manière systématique puisque, en fait, les petits fonds hétérogènes n'étant pas des habitats d'intérêt communautaire ou inclus dans les cahiers d'habitat finalement et donc répertoriés dans tous les pays européens, bah, c'est pas quelque chose qui est systématisé. Donc ça, je pense qu'en l'état, ça restera comme une information complémentaire, mais on peut imaginer que ça rejoigne petit à petit le catalogue, en tout cas à l'échelle nationale d'habitats à prendre en considération. La question, c'était sur Matrix. Est-ce que ce serait Alors, ouais. possible d'avoir une nurserie globale avec cette information-là supplémentaire pour qu'on n'ait pas à jongler sur plusieurs couches? En fait, la question, c'est sur Matrix. Est-ce que cette information est uniquement sur cette interface-là ou est-ce qu'il y a un onglet plus global avec toutes les nurseries, dont celle-ci? En fait, tu peux sur Netflix rapatrier t'as un espace projet où tu peux rapatrier les couches de différents projets, en fait. C'est-à-dire que Ok. t'as ton espace de travail, en fait, et si tu veux coupler la couche des herbiers avec la couche des nurseries et puis les rejets polluants, par exemple, en fait, tu te crées ton espace de travail et tu affiches, en fait, les couches dont tu as besoin, en fait. Ok, merci.
Euh, La deuxième question, c'était est-ce qu'en fait, avec cette connaissance-là, plus la connaissance des herbiers, etc., on a la totalité des zones de nurserie, alors naturelles en l'occurrence, parce que faudrait rajouter les nurseries artificielles, mais en tout cas sur les nurseries naturelles, en fait, est-ce que tu penses que en couplant les macroalgues, ton travail et puis les herbiers, on est loin de la vérité? alors effectivement, malheureusement, on est encore loin du compte parce que là, on a trois habitats un peu finalement, soit certains qui étaient déjà bien connus comme l'herbier et puis deux autres que du coup là on rajoute comme couche supplémentaire, mais finalement, ça reste qu'une partie de l'ensemble de la mosaïque et on aura plein d'autres habitats qui, alors soit sont encore méconnus pour leur rôle, soit d'autres habitats qui sont plus difficiles aussi à localiser, parce que je parlais des interfaces tout à l'heure. Toutes les zones d'interface, ce seront des zones particulièrement importantes en tant que nurserie. Mais ça, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus dans la matrice, dans la mosaïque des paysages sous-marins, et c'est pas forcément facile à localiser. Et leur rôle est encore plus ou moins bien connu, c'est-à-dire qu'il y a des espèces finalement pour lesquelles on a pas mal de points d'interrogation sur où est-ce qu'elles vont être localisées quand elles sont juvéniles. Donc il y a encore du travail à faire. Par exemple, les fonds meubles, c'est quelque chose de, on sait bien que ça a une très grande importance, mais finalement il y a encore beaucoup de connaissances là-dessus, un peu partielles, quoi. Donc voilà, c'est encore incomplet. Ok. Il y a deux questions là, qui sont dans les questions là, qui touchent en gros les fonctions nurserie des zones à coralligène. Est-ce Coralligène, que ok. Et puis je crois qu'il y avait une troisième partie dans la question précédente. Oui, Euh, c'était les ah oui, ouvrages pardon, oui. artificiels. C'était les ouvrages artificiels. On voyait qu'il y avait je beaucoup pense que je d'ouvrages vais répondre. artificiels sur la cartographie et du coup, c'était un peu la Ok, question de ouais, entendu. Ben, je vais pourquoi. répondre aux deux, du coup, coralligène et ouvrages artificiels. Alors, les ouvrages artificiels, on a fait le choix, dans certains cas, selon certains critères, de les inclure, puisque c'est avéré que, avec certaines conditions, les ouvrages artificiels peuvent finalement, eux aussi, avoir un rôle équivalent. Alors, si je prends un exemple pratique, hum, certains enrochements, certains ouvrages en enrochement, tels que, je pense, alors là, devant chez nous, les petits ports au Goud, par exemple, les petits ports d'infrastructures, on va dire, légères, qui ont souvent des enrochements qui sont artificiels, mais qui finalement ressemblent beaucoup à un amoncellement de blocs qui pourrait être naturel. On va retrouver ce rôle-là. Et donc certaines digues, par exemple, auront finalement un aspect, une texture du substrat qui finalement mimique un petit fond, des petits fonds hétérogènes. Donc dans ces cas-là, on les a inclus, mais il y avait finalement un peu des critères pour l'inclusion en termes de type de substrat, la pente, également l'orientation, etc. Euh, donc ça explique pourquoi à certains endroits les enrochements ou certains types d'infrastructures ont été inclus, parce qu'on considérait que ça ressemblait suffisamment à ce type d'habitat-là naturel, les petits fonds hétérogènes. Par contre, dans d'autres cas, des digues avec un substrat lisse, un mur de béton vertical, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, la question du coralligène, du coup, Ouais. alors c'est plus mystérieux. Le coralligène, c'est un habitat, enfin, c'est une biocénose qui pousse, enfin qui va se développer sur substrat dur, qui intrinsèquement crée de la complexité tridimensionnelle avec des cavités, des crevasses, etc. dans le coralligène. Donc forcément, ça va être lieu de vie, lieu de nourrissage, lieu de refuge pour une myriade d'espèces, notamment des invertébrés, pas que les poissons. Et donc, je pense aux langoustes par exemple. Et donc, se pose la question de ça, et on y travaille, et notamment on cherche à étudier finalement à quel point la structure 3D, la complexité de cet habitat, le coralligène,
est-ce que c'est corrélé, à quel point, avec notamment les langoustes, et voir est-ce que finalement on se rend compte qu'on aurait des zones de nurserie dans certaines zones de coralligène plus que d'autres, en fonction de sa structure 3D. Mais bon, des poissons aussi, hein, bien sûr, sont concernés. Et ça reste encore à quantifier. On a une certaine connaissance de ça, mais c'est une question à creuser, oui, tout à fait. Merci. Question de Thomas, là, qui n'a pas de micro. Donc, je pense que c'est plutôt une question pour Sophie Ladréal, hein. Est-ce que la réhabilitation des nurseries peut être considérée comme un objectif de compensation en cas d'aménagement nécessitant une séquence ERC? Sophie, c'était toujours avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Merci. Alors, j'ai pas lu la question. Est-ce que tu peux répéter, Pierre? Oui, oui. Est-ce que la réhabilitation des nurseries peut être considérée comme un objectif de compensation dans le cas d'une séquence ERC? Est-ce que dans le cadre d'une séquence ERC, on peut préconiser, imposer de réhabiliter les nurseries? Vous parlez de nurserie artificielle, hein, j'imagine. C'est Thomas qui n'a pas de micro qui a écrit ça, donc je suppose que c'est des nurseries artificielles, ouais, tout à fait. Ouais. C'est toujours la même chose, hein, c'est de la compensation de fonction. C'est pas de la compensation d'habitat. Donc aujourd'hui, c'est traité comme étant une mesure d'accompagnement, ou si c'est dans la conception de l'ouvrage, une éco-conception, mais c'est pas une mesure compensatoire. Oui, puis tu as raison de préciser, c'est une restauration de fonction et pas d'habitat. Ouais. C'est ça. Bouge pas, il y a une autre question en fait, mais qui concerne aussi la dimension réglementaire, c'est est-ce que les cartographies peuvent être utilisées en justice lors d'un recours? Est-ce qu'en fait, est-ce qu'une assoce qui se prend un recours pour destruction d'une nurserie naturelle peut utiliser une cartographie de ce type-là, en fait? Je sais pas si on est capable de répondre à cette question, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup de cas, mais. Je sais pas répondre. Je sais pas répondre. Non, mais. Aujourd'hui, c'est apporter des connaissances, hein, donc après. Non, mais très bien. Enfin, Ouais, vas-y. Non, les exemples que j'ai, c'est plutôt que ça a été pris en compte dans des processus réglementaires. Donc, par exemple, là, je vois, je fais partie du conseil scientifique du Parc national des Calanques, et la cartographie des nurseries a été utilisée, les petits fonds hétérogènes notamment, a été utilisée dans certains dossiers un peu délicats où il fallait justement se positionner et émettre un avis sur tel ou tel gros projet d'aménagement. Donc c'était un argument pour, disons, préconiser, faire des préconisations en amont de projet. Et donc le directeur du parc qui lui émettait un avis où vous répondez à une demande de travaux par exemple, s'en servait comme étant un argument qui justifiait sa décision. Mais donc c'était plutôt un élément de construction du dossier, mais c'était pas en soi un élément opposable. D'accord, merci. Pour finir avec la question de Thomas, là, est-ce que Septentrion est agréé en ester en justice? Alors, on n'est pas spécialement agréé. On nous a des fois demandé de jouer le rôle d'expert extérieur, d'intervenant expert pour une question technique. Donc plus à titre individuel qu'associatif. Oui, on avait été sollicité à titre de la structure c'était quand il y avait eu le procès sur le braconnage dans le parc national des Calanques, où ils voulaient qu'on intervienne en tant que formateur dans les actions de réparation, où en fait les contrevenants devaient suivre des formations. Mais ça se limitait à ça. Merci. Merci à nos collègues de l'ADL pour les éléments de réponse. Une question de Camille. Je ne sais pas si tu vois les questions, Adrien, ou pas?
Je ne vois pas les Non, mais c'est pas grave. questions. Une question de Camille qui dit que finalement, on a effectivement mesuré en linéaire les nurseries, mais on n'a pas fait les surfaces en fait. Et du coup, est-ce qu'effectivement on a une estimation ou est-ce qu'il est prévu en fait d'aller évaluer les surfaces en fait de nurserie? Ou est-ce que le fait de dire qu'on a un linéaire, Alors, ça concerne les 5 premiers mètres, est suffisant pour calculer des surfaces? en fait, on est parti du proxy que on avait un linéaire, mais qu'en réalité, ça correspondait en moyenne à une surface, puisqu'on partait de l'approximation que généralement ces zones de nurserie sont très étroites. Elles sont Ouais. vraiment localisées sur une bande qui concerne le premier mètre en moyenne le long du linéaire. Donc, on considère que le, le linéaire est un équivalent surface, en fait. Ok, merci. Une question, enfin une remarque ou une question d'Élodie qui pose la question de savoir si effectivement il est prévu de faire ce genre de travail sur les milieux lagunaires et plus particulièrement les temps de berre. Bon, Et je ne peux pas dire la question. non, mais je peux prendre la question en disant que ce travail a été fait dans le cadre du plan d'action pour le milieu marin, en fait, hein, l'actuel DSF, là. Et ça a répondu en fait à une question qui a été posée par notamment les membres du comité technique de ce DSF, c'est-à-dire la DIRM, le DREAL, les régions, l'agence de l'eau et l'OIB, ce qui nous a amené en fait à soutenir cette opération-là, quoi. Aujourd'hui, il y a pas eu de discussion entre partenaires en fait pour étendre en fait ce travail au milieu lagunaire. Alors, la question elle n'est pas fermée, mais elle n'est pas non plus complètement ouverte, hein. Donc, ça sera peut-être à évoquer. Alors, on n'a pas fait de restitution formelle en interne, hein, Adrien, sauf erreur de ma part, quoi. Donc, je pense Mhm. qu'on sera peut-être amené à voir comment, quelle suite on pourra donner à ce travail-là, soit en termes de complément, soit en termes d'extension du cadre géographique, voilà, quand on aura la discussion avec l'ensemble des partenaires qui ont contribué financièrement à cette opération. À moins que tu aies un élément complémentaire sur Berre, parce qu'il y a toujours des projets, des programmes particuliers sur ce territoire. Donc, Alors, effectivement, c'est vrai que les zones des temps, les zones lagunaires, c'est une interface très, très particulière qui donc n'a pas été inclus effectivement dans le cadre de ce projet, parce que c'est des milieux très particuliers. Et ceci dit, on est bien conscient que les questions des nurseries s'y posent. Non, j'ai contribué, c'était avec le GIS Posidonie, à une étude sur les juvéniles dans les temps de berre, mais il n'y avait pas de notion de cartographie. C'était plutôt des inventaires au sein des différents habitats. Et donc là, la question est ouverte effectivement, hein, sur ce genre de milieu très, très particulier. On a vu la même chose à Leucate, par exemple, euh, en Occitanie, où ça, c'est sûr que c'est très important ces zones-là, elles sont également à considérer. Et je rebondis sur la question de Camille à propos des surfaces. ouais, Dans certains cas, et notamment dans les zones lagunaires, là, pour le coup, on est sur des zones en très faible pente. Et donc, dans des cas particuliers comme ça, effectivement, là, la cartographie concerne des zones d'air beaucoup plus vastes. ok, je crois qu'on a fait le tour. Il y a une question de Fabrice concernant la proportion de petits fonds hétérogènes dans la surface totale des nurseries. Oui. Alors, du coup, en fait, tout à l'heure, on a montré à l'écran, je peux le réafficher, des exemples où on avait, voilà, ça c'est Oui, dans une zone où on a fait un zoom. Si vous voyez toujours mon écran, oui, on voit la proportion relative entre trois habitats nurseries connus, donc les herbiers de Posidonie, la roche avec des forêts de macroalgues et les petits fonds hétérogènes. Donc en général, on se rend compte que les petits fonds hétérogènes sont toujours beaucoup plus sporadiques et beaucoup plus rares que les deux autres. Donc là, c'est en termes de pourcentage des 10 premiers mètres, enfin, c'est le pourcentage des fonds, de la surface des fonds, qui est localisé dans l'isobate 10 mètres. Donc entre 0 et 10 mètres de fond, quelle est la proportion en termes de surface des différents habitats nurseries, donc, qui sont colorés ici en orange pour les PFH, vert pour l'herbier et rouge pour la roche, notre littoral.
Et d'une zone à l'autre, on a donc comme ça une prépondérance de l'un ou de l'autre, mais en général, les PFH sont toujours très faiblement présents. Merci Adrien. Voilà. Et ça, avec une nuance à apporter sur le fait que là, le calcul a été fait justement avec la cartographie des biocénoses type issue Natura 2000. En Corse, il se trouve que la roche infralittorale, elle est largement couverte par des forêts de macroalgues, mais ailleurs, c'est pas le cas. Et donc, on aurait du mal à pouvoir faire ce calcul-là, puisque c'est que le faciès arborescent sur la roche infralittorale qui est vraiment très spécifiquement nurserie. Merci. Peut-être une dernière question d'Alexis qui a un problème de micro également. Bonjour Adrien, merci pour ta présentation. Est-ce que certaines espèces de poissons sont fondamentalement dépendantes de ces petits fonds rocheux? Tu as en partie répondu déjà. Hein. Ou peux-tu trouver, en fait, est-ce qu'en fait, voilà, est-ce que c'est sans ces petits fonds rocheux, les espèces de poissons sont menacées en fait, ou elles peuvent trouver d'autres territoires pour leur passage? C'est une bonne question. Ça va dépendre des espèces. Alors, par exemple, là, sur cette illustration, j'ai affiché un certain nombre d'espèces qui utilisent spécifiquement les petits fonds hétérogènes comme nurserie. Certaines sont tout de même un peu ubiquistes. Je pense en particulier aux pageaux, les sopes que j'ai pas illustrées ici, mais qu'on se trouve aussi dans cet habitat-là. Eux seront relativement ubiquistes. D'autres, comme le sard commun, le sard pointu, sont quand même vraiment inféodés à cet habitat-là. Alors, à défaut, ils vont peut-être survivre dans d'autres habitats, mais où leur survie sera probablement moindre. Et donc, on peut s'attendre à ce que si ces petits fonds disparaissent totalement sur un tronçon côtier, ça aboutisse à un recrutement beaucoup plus faible, parce qu'ils auront du coup été... la population dépendra de jeunes qui vont grandir dans d'autres habitats, certes, mais avec une survie beaucoup moindre. Donc, en termes de succès de recrutement, ce sera affecté, ce sera moindre. Merci Adrien. Sauf erreur, on a balayé les questions et les demandes de prise de parole. On va peut-être du coup conclure. Je te laisse les mots de la conclusion, mais je vais quand même faire trois petites remarques. Hein. Oui. Donc merci d'abord pour votre participation. Hein. La première remarque, c'est que finalement, c'est quand même une thématique ou un domaine de connaissance sur lequel on met à peine le doigt, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore 2 ans en arrière, on n'avait pas forcément l'idée de la localisation et des tailles et des questions qu'il peut y avoir derrière. Alors c'est forcément une thématique qui vise à se développer et qui rentre aussi en écho avec ce qui peut être fait en matière de politique de restauration des fonctions de nurserie, quoi. Donc on voit que finalement, si on prend encore plus de recul, ça fait quelques années qu'on suit les juvéniles et les post-larves de manière ponctuelle. On commence à les suivre de manière un peu plus précise. On commence à travailler sur la restauration des fonctions écologie. On commence à mieux connaître effectivement la question des nurseries naturelles et de leur localisation. Hein. Moi, je trouve effectivement que que tu as évoqué sur la question de la connectivité avec les zones un peu plus protégées, elle est indispensable. C'est vrai que la question de la connectivité ou même de la fragmentation des milieux sont des thématiques aussi dont on parle beaucoup, mais pour lesquelles on n'a pas encore clairement de politique très concrète, très opérationnelle. Donc on voit bien qu'on a un champ de connaissances qui va forcément s'améliorer pour le rendre plus opérationnel et plus efficace sans doute pour les gestionnaires de milieu. On voit aussi que dès à présent, hein, tu as montré 2-3 exemples, on est capable de valoriser cette connaissance-là et de la rendre utile. Hein, c'est la meilleure façon pour que on puisse mobiliser des moyens, c'est de faire en sorte que cette connaissance elle soit utile en fait aux acteurs du littoral et de la mer. Hein. Donc voilà, c'est une thématique qui vise à évoluer. Alors peut-être sur le champ géographique avec les lagunes, pourquoi pas, hein, ou en termes de suivi sur du moyen long terme, ou même en termes d'évolution par rapport au passé. Hein. J'ai bien aimé la remarque aussi sur le fait de dire que peut-être ça serait intéressant de voir sur des anciennes photos comment les choses ont évolué aussi, quoi. En tout cas, voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter en petit comité et puis de
voir dans quelle mesure on peut relancer quelques travaux. Je te passe la parole sans oublier de dire qu'il y a un prochain webinaire ICO là, mercredi là, sur les algues et les macro-algues. À la fois la dimension connaissance et aussi le point sur les travaux de restauration. Hein. Donc, si vous êtes pas inscrit, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Sinon, pour certains, mercredi. Et puis, je te laisse conclure, Adrien, en te remerciant de ta disponibilité pour la préparation et pour le déroulement de ce webinaire. Eh bien, merci à toi également, Pierre. Merci aussi à Cyrielle pour l'organisation et à tous pour votre participation. Pour conclure, c'est vrai, voilà, simplement effectivement rebondir sur le fait que ce sont des questions très diversifiées. On n'a finalement pas de réponse unique. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'avec l'exemple de ces habitats essentiels, on illustre bien l'importance en gestion côtière d'avoir une approche multi-outils, multi-solutions. On l'a illustré quand on évite les impacts, quand on réduit les impacts ou quand on cherche à les compenser, on va finalement devoir toujours garder en tête le fait que la mosaïque des paysages sous-marins côtiers est très diversifiée et qu'on n'a pas de solution unique, qu'il n'y a pas une solution clé qui marchera à tous les coups. On sera toujours dans la composition entre plusieurs solutions complémentaires et que ce sera du cas par cas nécessaire de bien réfléchir à chaque fois. Et effectivement, en termes de champ géographique, on est au début d'un processus plus vaste. Là, on a parlé de la Méditerranée, mais en fait, les mêmes questions se posent ailleurs dans le monde, dans d'autres milieux. Là, on a un milieu tempéré, mais finalement, en zone intertropicale, c'est exactement le même genre de questionnement qui se pose. Donc, c'est un sujet assez passionnant, oui. Donc, voilà, ravi de voir que la communauté s'y intéresse et on aura beaucoup d'occasions d'en parler encore. Et Merci. encore une fois, à disposition, hein, je reste à disposition pour des questions par mail. N'hésitez pas donc à me solliciter pour discuter des données, mettre à disposition les données comme on l'a expliqué. Merci beaucoup. Et puis effectivement, j'ai fait une erreur. C'est pas mercredi la prochaine réunion macro-algue, et c'est le 16 décembre au matin. Merci à tous, bonne continuation, puis au plaisir d'échanger à travers ces webinaires ICO pour les semaines et les mois à venir. À bientôt. À bientôt.